Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on continue notre cours du rachitisme carentiel et dans cette partie on va voir le diagnostic positif, les examens paracliniques et de la radiologie. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas chers amis à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme diagnostic positif, premièrement, facteurs de risque. Donc, c'est du rachitisme carentiel. Premièrement, c'est les milieux sociaux qui sont défavorables. L'absence de la prophylaxie qu'on va aborder comme dernier titre. La carence maternelle en vitamine D. Et pour cela, c'est une indication à la supplémentation de vitamine par vitamine D de chaque femme qui est enceinte. Un défaut dans ces éléments, on avait dit que la source endogène par la photosynthèse était la source la plus importante. Une prématurité, une grossesse multiple, retard de croissance intra-utérine, toute pathologie néonatale peut être en raison d'une carence en vitamine D. La peau pigmentée, certains médicaments, donc c'est pour cela les corticoïdes, les inducteurs enzymatiques sont à proscrire chez la femme enceinte ou bien dans le terrain d'allaitement. Deuxièmement, la circonstance de découverte. Donc, parfois, c'est des complications d'hypocalcémie, des convulsions, un laryngospasme, des complications infectieuses, un retard de marche ou des déformations, donc selon l'appareil locomoteur. Le plus souvent, on a un dépistage systématique chez tous les nourrissons entre 6 à 12 mois qui sont non supplémentés en vitamine D. Dans l'illustration, on note la déformation des os de jambes. Donc ça va donner un retard de la marche et difficultés selon le plan locomoteur. Là aussi, on note un retentissement du rachitisme selon le plan fonctionnel. Donc, toujours un retard de marche, des déformations surtout aux membres inférieurs, des complications ou bien des convulsions, parfois même du laryngospasme et des complications infectieuses. Sur le plan clinique, donc, des déformations qui vont attraper notre attention. Premièrement, on a de la craniotabes. Premièrement, ça à noter. Donc, devant la clinique, on a premièrement du craniotabes, qui est une déformation des os de crâne, fragilité des os, une fontanelle antérieure qui va être déformée, comme illustré, un crâne bien sûr déformé et même des dents. Donc, tout ce qui est en relation avec de la vitamine D doit être atteint. Donc, premier signe, un signe crânio-facial ou bien dentaire, c'est de la craniotabes. Deuxièmement, on peut noter une déformation au niveau des os costales. Et ça, c'est mieux illustré là, vous voyez la mal-ossification des côtes et ça va donner l'aspect qui est mieux illustré là, c'est le chapelet costal. Donc ça, c'est le deuxième signe clinique. Premièrement, c'est du craniotabes. Deuxièmement, le chapelet costal, qui est une déformation des côtes. Aussi, on peut noter, donc ça, c'est aussi à retenir une nouure métaphysaire. Donc ça, c'est une nouure métaphysaire. C'est une déformation au niveau surtout du poignet et de la cheville. Et comme on avait vu précédemment, même des déformations après l'acquisition de la marche. Donc des incurvations, des coxa vara et même des genoux valgums. Il est mieux illustré. Là, vous voyez l'aspect du coxa vara, du genou valgum et même l'incurvation des os tibiales qui est dû, je répète, à la minéralisation ou bien du carence en vitamine D. Donc comme signe clinique, craniotabes, l'aspect, bien le chapelet costal et la nouure métaphysaire. Donc la déformation surtout au niveau du poignet, la cheville et dernièrement la déformation dorso-lombaire. Donc ça c'est du coxa-vara ou bien valgum et la déformation dorso-lombaire. Donc tout ça ce sont des signes cliniques qui sont retrouvés devant un terrain de rachitisme carentiel en vitamine D. Aussi, on peut noter aussi des fractures qui sont spontanées. Donc ça, c'est de la fracture en baveur qu'on avait vu
En traumatologie, une hypotonie musculaire avec une hyperlaxité. Donc, la vitamine D, elle est nécessaire aussi à la contraction musculaire avec du calcium. Donc ça, c'est de la physiologie de la contraction musculaire, je répète. On peut noter aussi une pâleur, une splénomégalie qui est possible, une anémie, un érythroblastose, une myélocytose, mais sans thrombopénie. Donc tout ça, c'est du tableau clinique devant un rachitisme carentiel. Toujours en radiologie, on note de multiples anomalies. On a des anomalies métaphysaires, des anomalies épiphysaires et des anomalies diaphysaires et thoraciques, comme on a vu précédemment. Commençons premièrement par les anomalies métaphysaires qui sont les plus précoces. Donc, concernant les métaphyses, comme illustré dans l'illustration, donc on a un élargissement des métaphyses avec l'apparition des spicules latéraux, la ligne métaphysaire qui va être incurvée en copule. Il y a des limites floues avec un aspect, ça c'est à retenir, c'est l'aspect en toit de pagode. Donc ça c'est un aspect en toit de pagode qui est pathognomonique, qui est très évocateur du rachitisme carentien. C'est parmi les manifestations primaires, les manifestations plus précoces de rachitisme carentiel en vitamine D. Deuxièmement, on note des anomalies épiphysaires. C'est le retard de l'apparition des noyaux d'ossification. Il est bien illustré au niveau du membre inférieur, donc un retard d'apparition des noyaux d'ossification. Selon les anomalies diaphysaires, donc chez le nourrisson, c'est le terrain de déminéralisation, et chez un enfant qui est plus âgé, donc c'est l'amincissement de la corticale, les fractures pathologiques, les déformations diaphysaires, comme on l'a vu, et ça va donner de retentissement sur le plan fonctionnel, l'appareil locomoteur, la marche, ça ce qui va retarder la marche. Là, vous voyez un genou varome, donc c'est une déformation diaphysaire. Aussi, on peut noter, comme on avait dit, le chapelet costal. On note des anomalies thoraciques, donc qui sont manifestées, bien qui vont se manifester par un élargissement de l'extrémité antérieure des côtes. Notez bien, c'est l'aspect en bouchon de champagne. Donc sur l'aspect radiologique, notez bien, l'aspect premièrement en toit de pagode, c'est une anomalie métaphysaire. Ça c'est premièrement. On note aussi les anomalies épiphysaires, c'est le retard d'apparition des noyaux d'ossification. Donc, c'est tout l'os qui est intéressé par la déformation et les carences. Aussi, sur où il y a des anomalies diaphysaires, une déminéralisation, une déformation, ce qui explique l'aspect valgome et varome, le retard de la marche, le retentissement sur l'appareil locomoteur. Et aussi, on note des anomalies thoraciques. Donc, ça va manifester sur le plan clinique par du chapelet costal et sur le plan radiologique. C'est l'aspect, notez bien le terme, en bouchon de champagne. Donc tout ça, c'est le tableau clinique et le tableau radiologique. Pendant un rachitisme carentiel, j'espère que vous allez noter tous les points forts concernant l'aspect radiologique et clinique. Passons maintenant à la biologie. Donc, premier signe, c'est un taux augmenté du phosphatase alcaline. Donc, un phosphatase alcaline, il témoigne donc d'une atteinte ou bien d'une lyse osseuse. Donc, premièrement, comme signe biologique, notez bien le phosphatase alcaline qui va être augmenté pendant un rachitisme carentiel. Donc, il est dû à l'ostéolyse. Deuxièmement, une calciurie qui va être diminuée. Une phosphaturie qui est augmentée. Un taux de vitamine D3 qui est diminué. Le taux de parathormone qui est augmenté. On avait expliqué ça précédemment dans le rétrocontrôle. Donc, un taux bas de D3. Donc, c'est l'inhibition de la, bien du rétrocontrôle sur le PTH et ça va donner un taux de parathormone qui est augmenté dû à l'absence, je répète, de rétrocontrôle de l'inhibition de la vitamine D3. Une anémie qui est hypochrome et une hypomagnésémie. Donc, le tableau clinique, le
tableau biologique à retenir un phosphatase alcaline augmenté, calciuré diminué, phosphaturé augmenté, vitamine D3 diminuée, ce qui explique le taux de PTH qui va être augmenté. On peut noter aussi une anémie hypochrome et une hypomagnésémie. Donc, le plan clinique, radiologique et biologique, il est à retenir par cœur pour poser le diagnostic du rachitisme carentiel. Dernier critère dans la clinique, c'est le syndrome de Van Jacques-Luizet qui va se manifester par une pâleur, une rate, donc qui va augmenter de taille, donc une splénomégalie, hépatosplénomégalie, donc splénomégalie plus ou moins hépatomégalie et un tableau pseudo-lymphoïde, donc une LMC, donc un tableau de pseudo-LMC, pseudo-leucémique, pseudo-leucémie myéloïde chronique qui va se manifester par une anémie, une érythroblastose, des globules blanches supérieurs à 30 000 ou bien au de 30 000, myélocytose, parfois du myéloblastose, mais jamais de la thrombopénie avec une moelle osseuse qui est hypoplasique. Donc, dernier critère dans le diagnostic positif, parfois le rachitisme va se manifester par du syndrome de Van Jacques-Luizet. Donc, notez bien pâleur, splénomégalie plus ou moins une hépatomégalie et un tableau pseudo-leucémique myéloïde. Donc, l'anémie, l'érythroblastose, l'hyperleucocytose, la myélocytose, mais jamais de la thrombopénie avec une moelle osseuse qui est hypoplasique. Avant d'avoir la thérapeutique, on va noter, ou bien on va aborder le diagnostic différentiel. Donc, notez bien, le premier diagnostic différentiel, c'est de l'hyperparathyroïdie. Et ce qui nous va pas nous permet de poser le diagnostic différentiel, c'est on note dans l'hyperparathyroïdie un taux de calcium qui est élevé. Par contre, au rachitisme, on note, je répète, un taux de calcium diminué. Donc, la vitamine D, je répète, c'est un hormone hypercalcimiant, hyperphosphatimiant. Donc, en cas de carence en vitamine D, on note la diminution du calcium. C'est le contraire dans le cas d'une hyperparathyroïdie. Donc, un taux de calcium qui va être élevé dans ce cas-là. Deuxième diagnostic différentiel, c'est la chondrodysplasie. Donc, c'est une maladie congénitale. Et là, on va noter une biologie qui va être normale. Aucun des signes qu'on a cités précédemment va être obtenu dans la biologie. Donc, une biologie qui va être normale. Deuxièmement, le rachitisme pseudo-carentiel de type 1 et 2, c'est les formes résistantes. Un rachitisme secondaire à une maladie rénale. On note là la tubulopathie rénale, l'insuffisance rénale. On note aussi les affections digestives. C'est le cas de cholestase, une malabsorption digestive. Donc là, c'est un tableau de rachitisme, et je répète, qui est secondaire à une pathologie, soit rénale, soit une absorption digestive. Donc, je vous invite à consulter la partie de physiologie où on avait parlé sur les étapes d'absorption, de métabolisme, de la vitamine D3. Donc, toute atteinte, soit rénale, une tubulopathie, ou bien une affection digestive comme un cholestase ou de la malabsorption de la vitamine D3. Donc, tout ça, ça va donner du rachitisme qui est carentiel. Mais dans sa forme, je répète, qui est secondaire. Ou bien, notez bien le traitement, le phénobarbital, il peut donner aussi un tableau de rachitisme, mais dans ce cas-là, c'est secondaire. C'est pas du rachitisme vitamino-sensible. Donc faites attention en prescrivant le phénobarbital. Ça, on a abordé dans les antipileptiques. Aussi, comme diagnostic différentiel, on note le rachitisme qui est vitamino-résistant. Donc là, on a deux types, type 1 et type 2. Le type 1, c'est le déficit en alpha-1 hydroxylase qui est rénal. Donc, premièrement, là, c'est le vitamino ou bien le rachitisme vitamino-résistant qui est dû à un déficit en enzyme
rénale. Et ça va donner du rachitisme de type 1. Comme on avait dit, toute pathologie au-delà de l'absorption de la vitamine D3, ça c'est du rachitisme résistant. Donc il va être pas corrigé en administrant de la vitamine D3. Type 1 de rachitisme résistant, c'est le déficit en alpha-1 hydroxylase rénale. Ou bien le type 2, c'est une résistance périphérique à la vitamine D. Donc c'est le corps qui va résister à la vitamine D. Et troisième cas, c'est le rachitisme vitamino-résistant dans sa forme hypophosphatimique familiale. Donc trois pathologies qui sont résistantes à la vitamine D. Notre diagnostic différentiel, c'est le syndrome de Fanconi, le syndrome de Down et le rachitisme dans sa forme hypophosphatasimique. Les signes de gravité avant d'entamer le traitement, donc une hypocalcémie, un poumon rachitique, des déformations sévères et le syndrome de Von Jacques-Luzet, ça va témoigner des signes de gravité. Donc, hypocalcémie, déformation au niveau de cage thoracique, le poumon rachitique, c'est de la défaillance respiratoire, les déformations sévères et quatrièmement, le syndrome de Von Jacques-Luzet qu'on a abordé précédemment dans la clinique, c'est le pseudo leucémique myeloïde dans sa forme qui est chronique. Dernier titre avant de conclure, c'est le traitement. Donc, le traitement curatif, c'est de la vitamine D. Donc, c'est la supplémentation. C'est du rachitisme carentiel. On supplémente de la vitamine D. Donc, s'il n'y a pas d'hypocalcémie, donc c'est 4000 unités de vitamine D pendant 8 semaines. Donc, ça, c'est s'il n'y a pas de l'hypocalcémie, pas de signe de gravité. Deuxième cas, s'il existe une hypocalcémie, là, la correction, c'est par l'injection donc, de glyconate de calcium. Donc, on va passer à la voie intraveineuse, puis par le relais oral. Donc, premièrement, s'il y a pas d'hypocalcémie, le traitement par voie orale, il est suffisant pendant 8 semaines, 4000 unités. Si ce n'est pas le cas, s'il existe de l'hypocalcémie qui témoigne d'une gravité, donc là, on va faire le recours à la correction initiale par voie intraveineuse. C'est le gluconate de calcium de dose 50 à 100 mg par kilogramme par jour. Après ça, on va faire le recours deuxième relais par voie qui est orale. Oui, la vitaminothérapie par la vitamine D2 ou bien la vitamine D3. Dans certains cas, un traitement martial parfois, s'il existe une carence associée, donc on avait dit qu'il peut s'agir là d'une hypomagnésémie ou une anémie microcytaire, carence en fer. Donc on peut faire parfois le traitement martial en cas de carence associée et bien sûr une alimentation équilibrée. Donc c'est une simple supplémentation qui va prévenir toutes ces complications-là qui sont dues à la carence en vitamine D3. Dernièrement, l'évolution. Donc, si on administre de la vitamine D3 ou bien du protocole thérapeutique, l'évolution elle est bénigne. Donc, les signes cliniques et biologiques vont se corriger rapidement. Donc, la biologie et la clinique, ça va corriger au premier plan rapidement. Les signes radiologiques, ils vont se corriger au bout de 4 semaines. Donc, l'aspect métaphysère, diaphysère, les déformations de tous ces aspects radiologiques vont être réversés au bout de 4 semaines et les déformations vont être corrigées lentement avec la croissance. Donc, tout ça, ce sont les caractéristiques de l'os de l'enfant. Donc, les fractures ou les pathologies, c'est la notion de remodelage osseux qu'on a vu en traumatologie, ce qui caractérise l'os de l'enfant. Donc, et qui permettent de corriger les déformations à l'aide du remodelage osseux. Avant de conclure la prophylaxie, donc c'est la supplémentation systématique en vitamine D3 chez les femmes enceintes en troisième trimestre, chez le nourrisson,
chez les enfants avec un petit poids de naissance et l'administration quotidienne de la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois. Donc ça, c'est le premier cas en cas d'une bonne observance au traitement pendant 18 mois. Si ce n'est pas le cas, donc en cas d'une surveillance médicale qui est régulière ou bien du doute d'administration quotidienne, on peut faire le recours à une dose de charge tous les 6 mois. Donc soit c'est du premier protocole, l'administration quotidienne pendant 18 mois de la naissance jusqu'aux 18 mois. Donc je répète, chez les femmes enceintes, chez les nourrissons avec un petit poids de naissance et elle est à administrer quotidiennement tout pendant 18 mois ou on va faire le recours à une dose de charge en cas d'une mauvaise observance au traitement. Par exemple, en cas de maltraitance, on va passer à une dose de charge tous les 6 mois qui est dosée à 200 000 unités. Et après l'âge de 2 ans, c'est l'administration de 200 000 unités chaque hiver qui est souhaitable jusqu'à l'âge de 5 ans en cas de prophylaxie, en cas de suivi. Bien sûr, c'est l'ensoleillement suffisant et régulier pour avoir un apport endogène de la vitamine D3, avoir une photosynthèse suffisante et la diversification alimentaire. Donc, mieux prévenir que guérir, une prophylaxie et une supplémentation en vitamine D3 afin d'éviter tous les séquelles, toutes les déformations et surtout le retentissement sur l'appareil, le commoteur et de la marche. Donc ça c'est tout pour le rachitisme carentiel. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant l'aspect clinique, l'aspect radiologique, les critères biologiques, l'évolution elle est bénie généralement sous traitement, mais il vaut mieux une bonne prophylaxie, une bonne supplémentation, mieux que guérir. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement. Merci pour votre attention et à la prochaine.